Dans cette formation aujourd'hui, cette formation intitulée Introduction à l'analyse de données et au machine learning, qui est une formation mise sur la plateforme Retime, Repeat and Teach Me, et portée par la startup Retime, Inchtech, autant pour moi. Vous aurez tout au long de cette formation plus ou moins cinq personnes qui vont intervenir pour partager leurs connaissances et compétences dans le domaine de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique. Parmi lesquels il y a moi-même, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Aurel Chania, je suis senior data scientist et je travaille à Inchtexal comme CEO de Inchtexal aussi. J'ai une modeste expérience. Je vais relativiser une modeste expérience dans le domaine de la science des données, le machine learning, l'intelligence artificielle. C'est dans ce package-là que j'ai eu à obtenir mon doctorat. Il y a de cela un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Et je travaille à Inchtech et nous travaillons sur des projets de data science, intelligence artificielle. Nous aidons les entreprises dans la collecte de leurs données, dans le traitement des données, dans la conception des modèles de machine learning, dans le déploiement des modèles et aussi dans la consultation autour, tout ce qui tourne autour de la data. Et il enseigne aussi dans les universités au Cameroun et aussi en, en Afrique en général. Euh, à côté de moi, il y a Laetitia Messina qui est ingénieure. Elle travaille à Inchtech comme data analyst. Il y a Nabila aussi qui est ingénieure. Elle travaille à Inchtech comme data analyst. Et vous avez Junior Bitan qui travaille à Inchtech comme data analyst et ingénieur en intelligence artificielle. C'est lui qui crée beaucoup de problèmes qui tournent autour de l'intelligence artificielle au sein d'Inchtech. Et vous avez, pour finir, Serge Doumi, qui est notre machine learning ingénieur. Et nous travaillons à Inchtech avec lui depuis déjà près de 5 ans. Donc, voici, une fois la présentation terminée, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'analyse de données, qu'est-ce que l'analyse de données et qu'est-ce que le machine learning. On va essayer de voir ensemble ce que c'est que l'analyse de données, ce que c'est que machine learning. Il faut souligner que vous n'avez pas besoin d'une base en analyse de données ou bien en machine learning pour avoir ces différentes compétences-là, puisque nous allons commencer vraiment à la base afin de pouvoir créer une très bonne fondation en ce que du machine learning et de l'analyse de données à tout le monde ici présent. Même si vous avez des compétences, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences et quelque chose vous a échappé. Ici, vous pouvez trouver cette réponse et pendant les phases questions-réponses, nous pourrions aussi échanger nos connaissances afin de pouvoir avancer ensemble dans cette même direction qui est d'embrasser le machine learning et de pouvoir, s'il vous plaît, désactiver votre micro. OK, merci. Dans l'agenda qui a été présenté, nous avons eu à présenter les membres de l'équipe. Nous sommes dans le temps et nous allons passer à l'importance de pouvoir présenter l'importance de ce cours, pourquoi ce cours de machine learning et d'intelligence artificielle est si important pour nous, pour nous aujourd'hui, est vraiment, vraiment important pour nous. Donc, nous allons essayer ensemble de pouvoir voir cette importance du machine learning. Euh,
quelqu'un a quelque chose, si quelqu'un n'a rien à dire, ou bien des formateurs, si un des formateurs peut prendre la parole et dire quelque chose, ça sera génial. Je ne sais pas si M. Serge peut dire un mot avant que nous commencions. Bonjour à tous. Alors, comme le docteur a si bien dit, moi, c'est Serge Ndoumine, de base, ingénieur de télécommunications, mais j'ai, depuis quelque temps, je dirais, dans le domaine de machine learning, data science. Alors, bon, en Tech, j'ai cette responsabilité d'aborder les questions de machine learning, analyse de données, intelligence artificielle. Bon. Le reste, on aura l'occasion d'en discuter, notamment pendant les séances à venir. Merci. Je vous repasse la parole, Doc. Merci aussi, monsieur. OK, merci. Sans plus tarder, nous allons commencer. Pourquoi ce cours est si important? Pourquoi c'est important de prendre cette formation en ligne? Pour vous présenter l'importance de prendre cette formation en ligne, laissez-moi vous montrer juste ces différents chiffres. Sur Terre, actuellement, nous sommes près de 7,5 milliards d'habitants. Et sur 7,5 milliards d'habitants, l'Afrique occupe à 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Et comme vous le savez, l'Afrique fait face à plusieurs problèmes. C'est le problème de développement. Or, si nous voulons nous développer aujourd'hui, nous devons nous arrimer à un nouveau mode dans la technologie. Et qui dit nouveau mode dans la technologie dit comment nous pouvons tirer profit des bienfaits de l'intelligence artificielle dans le processus métier de nos différentes entreprises pour pouvoir nous aider dans le développement de nos différents pays en Afrique. Aujourd'hui, nous constatons que l'intelligence artificielle est appliquée dans quasiment tous les différents domaines. Mais pour appliquer l'intelligence artificielle, nous avons besoin d'une ressource qu'on va appeler ici la donnée. Pendant cette formation, nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette donnée qu'on appelle encore l'or blanc. Qu'est cette donnée? Pourquoi cette donnée est si importante? S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de machine learning. Raison pour laquelle nous parlons dans ce cours de l'introduction à l'analyse de données et à l'intelligence artificielle, au machine learning. Quand vous avez vos données, comment manipuler ces données? Comment vous pouvez être capable de pouvoir tirer profit des informations qui sont cachées dans ces différentes données? Aujourd'hui, l'avenir du travail est en train de changer. Et nous savons que l'Afrique a besoin de toutes les mains sur le pont pour s'assurer qu'elle est à l'avant-garde, qu'elle crée un impact et qu'elle développe des innovations qui permettront d'améliorer les lendemains. Ce qu'on peut dire encore, c'est le monde remarque que l'Afrique produit des talents. Lorsque vous sortez de l'Afrique, les Africains sont talentueux, nous sommes talentueux, vraiment talentueux, et des talents de classe mondiale. Et ce, dans le domaine de la data science, le domaine de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle. Nous sommes vraiment talentueux en Afrique. Et ce que nous constatons aussi, c'est la demande de compétences en matière de données ayant augmenté de 293% l'année dernière. Donc, en 2022, la demande des statistiques que nous avons pu avoir sur le site de DevSkiller nous montre
nous montre que la demande de compétences en matière de données, c'est-à-dire tout ce qui englobe la data engineer, data scientist, data analyst, big data, machine learning engineer et bien d'autres, a triplé, qu'on dit 246%, donc presque 300%. Donc, ça a carrément explosé l'année dernière. Pour ne pas encore, cette année, ça a peut-être explosé cette année puisqu'on demande beaucoup de connaissances, de compétences dans ces domaines-là, que ce soit en médecine, en ingénierie, bref, en agriculture, en élevage. Nous avons besoin de compétences en data. Et cette formation est très importante pour pouvoir euh, donner les fondations de la data science et de machine learning à tous les différents novices ou bien à toutes les différentes personnes qui font dans ce domaine, mais qui veulent des mises à jour, qui veulent encore en savoir plus en ce qui concerne la data science et l'analyse de données. Donc, nous avons besoin de talents. Le besoin de talent est plus important que jamais dans le monde entier en ce qui concerne la data. Donc, il est temps pour les talents en Afrique, de nous hisser sur la scène mondiale et de faire rayonner nos différents pays et de pouvoir contribuer au développement de notre pays en nous basant sur ces différentes technologies-là. Les données, comme je l'ai dit tantôt, sont bien sûr le nouveau pétrole. Et Google, Google et l'institution de finance internationale, si vous connaissez, qui est une institution de l'ONU, estime que l'économie numérique de l'Afrique a le potentiel de contribuer à son PIB à une hauteur, à une hauteur de près de 180 milliards de dollars d'ici 2025. Et maintenant, comment la science des données, la data science peut-elle jouer ce rôle? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que c'est que le PIB d'un pays. Si vous avez une idée sur le PIB d'un pays. Le PIB, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle encore le produit intérieur brut. En macroéconomique, c'est un indicateur de macroéconomique qu'on utilise généralement en macroéconomique comme l'indicateur de seuil de pauvreté dans les pays. Le PIB, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une année donnée. Donc, le PIB est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays. Pour mesurer la croissance économique d'un pays. Donc, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir s'il vous plaît, quand vous entrez en réunion, il faut vous assurer que votre micro est en mute. Donc, je disais tantôt que le PIB est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays. Donc, vous voyez comment la data science d'ici 2025 sera d'une importance extrêmement capitale dans nos différents pays, dans la croissance de nos différents pays qui sont en voie de développement. Ainsi, comme vous connaissez, presque toutes les organisations actuellement génèrent de vastes quantités de données, que ce soit en agriculture, dans la santé, en finance, dans le secteur public et bien d'autres secteurs. Nous générons d'énormes quantités de données. Comment est-ce que nous pouvons agréger ces quantités de données, tirer profit
des bienfaits de ces données, transformer ces données en connaissances et exploiter ces données pour le bien-être de nos différentes populations et de nos différents pays. Donc, cette formation se place vraiment en avant-garde, en amont, pour pouvoir donner à tous les participants ici que si vous avez tant rêvé d'avoir des impulsions ou bien d'avoir une plateforme qui va vous permettre de vous lancer dans le monde ou bien dans le domaine de la data science, de la science des données, vous êtes ici chez vous, sentez-vous à l'aise parce que euh, nous allons soulever les questions de data science, de machine learning et nous allons quitter de la théorie, de la base pour que vous puissiez comprendre réellement l'importance de la data science et de l'intelligence artificielle et pour que vous puissiez demain travailler dans le secteur de la data science et travailler dans n'importe quelle entreprise qui génère de la data. Ceci dans le but de pouvoir voir comment on transforme la donnée qui est la donnée brute en connaissance. Et je vous assure, c'est vraiment très passionnant de le faire. De le faire. Merci, monsieur. Ça donne envie de suivre le cours vraiment en vous écoutant. Je n'ai pas vraiment de base et je souhaite vraiment travailler dans la data science. Je vous remercie. D'accord, d'accord. Donc, ici, dans ce cours, nous aurons pour objectif de pouvoir réveiller le potentiel de tout le monde dans la data. Donc, comment ce cours va permettre de créer des impulsions chez vous afin de pouvoir réveiller vos différents potentiels parce que tout le monde a le potentiel. Il n'y a rien de sorcier dans ce que c'est la data. Il n'y a rien de sorcier dans l'analyse de données, dans la data, dans le big data, dans l'intelligence artificielle. Si vous suivez un programme assez structuré de formation dans ce secteur-là, vous n'allez jamais regretter, je vous l'assure. Et aussi, ce cours nous permet de comment nous pouvons créer un réseau très fort de data scientists et de machine learning ingénieurs et afin de pouvoir créer une bonne communauté une bonne communauté de data scientists et de machine learning ingénieurs pour pouvoir répondre aux problématiques de notre environnement. Ce que vous devez aussi savoir, c'est dans le monde de la data science, dans le monde de la data, la culture que vous avez en manipulant la donnée ou bien l'histoire qui se cache derrière la donnée. Si vous êtes un médecin, ça sera plus facile pour vous d'embrasser le monde de la data science et de l'appliquer dans le domaine de la médecine parce que vous connaissez l'interprétation, vous connaissez l'histoire des données biomédicales, vous pouvez facilement comprendre, vous avez des prédispositions. Même si vous êtes philosophe, même si vous faites de la science sociale, on collecte les données quasiment partout. Donc, vous, tout le monde, nous tous, nous avons des aptitudes à pouvoir nous lancer dans le monde de la data science. Nous avons vraiment ces aptitudes-là. Donc, allons-y ensemble et suivons ce programme, vous n'allez pas regretter. Et aussi, nous allons expliquer comment peut-on tirer profit des technologies telles que l'Internet des objets qui nous permet de nos jours de pouvoir collecter les données et l'intelligence artificielle dans la croissance économique, puisqu'on ne peut pas s'en passer de ces technologies-là pour pouvoir dans la croissance économique d'un pays. Je vous ai montré les estimations tout à l'heure d'institutions internationales de finances par rapport à l'impact de ces technologies-là dans le PIB des pays africains d'ici 2025, c'est dans un an, 5 mois, 1 an, 5 mois. Donc, vous pouvez déjà imaginer en termes
d'offres d'emploi, en termes de compétences, en termes d'offres qui seront, qui vont croître de façon exponentielle dans les différents secteurs. Et enfin, comment stimuler plus d'envie dans ce domaine? On espère, puisque si nous avons une communauté assez forte de data scientists, si nous sommes 1000, si nous sommes 2000, c'est très peu représenté, c'est vraiment très peu. Même si nous sommes 10 000, c'est très peu. Sur 1,4 milliard d'Africains, sur près de 8 milliards d'Africains, 8 milliards de personnes au monde d'ici 2025, d'ici aux ans 2025, vous voyez que c'est vraiment sous-représenté. Donc, passez le mot à toutes vos connaissances de pouvoir vraiment profiter de ces séances de formation et profiter de perdre 3 heures de temps, 6 heures de temps par week-end pour pouvoir suivre cette messe de la data science qui va permettre de transformer plusieurs personnes dans dans ce domaine. OK. Des questions? Je ne pense pas. Nous allons continuer. Oui, monsieur Gaylor, vous pouvez parler. Merci pour la parole. Bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour. C'est sur le deuxième point, créer un réseau très fort de data scientists et de machine learning engineers. Est-ce que c'est seulement en Afrique Non, ce n'est pas seulement en ou c'est Afrique. à travers le monde? C'est Et uniquement. à travers le monde. D'accord. C'est à travers le monde, ce n'est pas seulement en Afrique. D'accord. C'est vrai que dans Merci plusieurs de beaucoup. mes propos, je parle beaucoup de l'Afrique parce que nous, en Afrique, plusieurs personnes, mon constat personnel, donc personnel, plusieurs personnes ne croient pas vraiment au potentiel de la data science. Raison pour laquelle je prends beaucoup d'exemples en Afrique pour amener mes frères, mes frères et sœurs de pouvoir se lancer dans ce domaine vraiment très passionnant. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Donc, le plan d'aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons commencer le plan de cette formation en général, de ces 2 semaines de formation en général. Nous allons commencer par des concepts. Et dans ces concepts-là, nous allons voir l'introduction générale où nous allons faire de façon générale, voir de façon générale qu'est-ce que la data science, qu'est-ce que machine learning, avoir un aperçu sur l'analyse de données et de l'apprentissage automatique aussi. Et dans l'aperçu, nous allons une fois profiter pour définir certains concepts du machine learning et de l'analyse de données. Et ensuite, nous allons donner les applications de l'analyse de données machine learning et les étapes d'un projet d'analyse de données. Puisque demain, quand vous allez travailler, quelles sont les bonnes pratiques à suivre lorsque vous avez un projet d'analyse de données en face de vous.
Et que ce soit analyse de données ou bien machine learning, quelles sont les plus bonnes pratiques que vous avez lorsque vous avez un projet pareil en face de vous. Et ensuite, nous allons parler des outils qu'on utilise en machine learning et en analyse de données généralement. Quels sont les outils que nous utilisons pour analyser les données? Quels sont les outils? Quels sont les outils en fonction du type de données que vous avez? Quelle application, bien quel outil est mieux conseillé par rapport à tel autre outil ou bien quel langage de programmation? Bien évidemment, nous savons tous que le langage de programmation, c'est le Python. Il ne faut pas que je parle de programmation ici. Ça effraie certaines personnes qui sont anti-programmation. Et si moi vous dis la programmation, vous pouvez faire l'analyse de données et ne pas vous intéresser dans la programmation, mais vous intéresser aussi dans l'interprétation des, l'interprétation des données, l'interprétation des courbes et avoir un esprit analytique assez élevé pour pouvoir comprendre tout ce que votre analyse de données est en train de faire. Mais la programmation est aussi bonne lorsqu'on vous apprend de façon sincère et de façon méthodique. Pendant cette phase introductive, nous allons vous montrer quelques pistes à suivre pour pouvoir mieux comprendre la programmation Python pour vous aider dans votre voyage de data scientist ou bien de machine learning ingénieur dans les années à venir. Et ensuite, dans la partie 3, nous allons faire une petite introduction sur le langage Python, comme je vous l'ai dit. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction générale et l'aperçu sur l'analyse de données machine learning et qui englobera aussi la définition des différents concepts de machine learning et d'analyse de données. Et vous conviendrez avec moi que si vous commencez avec nous ce voyage dans cette thématique, vous devez vous sacrifier autant que nous nous sacrifions pour vous fournir une formation de qualité. Ainsi, vous devez vous sacrifier pour pouvoir être présent constamment, pour pouvoir suivre cette formation, que je suis sûr à 100% que ça va vous aider, non pas seulement vous, mais aider presque toutes les personnes qui sont dans votre entourage et toutes les personnes qui aimeraient aussi se lancer dans ce domaine-ci. C'est une formation gratuite, vous pouvez passer le mot à tout le monde de pouvoir s'inscrire et de pouvoir être vraiment connecté, puisque nous avons eu nous avons plus de 160 personnes qui sont inscrites pour le cours, mais seulement 42 personnes ont pris la peine de pouvoir se connecter et écouter ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est presque moins du 1 quart des inscrits. Qu'on parle d'analyse de données, de façon générale, vous voyez ici l'analyse de données de façon générale. Nous sommes dans l'introduction générale. Vous, demain, si vous êtes chef d'entreprise, on parle d'analyse de données. Vous avez la capacité de pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez avoir en face de vous un dashboard qui puisse vous montrer tous les indicateurs clés au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Oui, bien évidemment, c'est possible de le écrire facilement. Comment est-ce que vous pouvez connecter les données qui proviennent de quasiment toutes les sources externes et internes au sein de votre entreprise? Les agréger, les analyser, les diffuser et les afficher sur un dashboard vraiment interactif. Je pense que c'est vraiment possible. Donc, vous pourriez vraiment le faire de façon interactive. Donc, c'est vraiment possible de le faire. Et durant ce cours, nous allons vous montrer comment est-ce que nous pouvons quitter de la phase de collecte des données à une phase d'analyse
exploratoire, analyse prédictive, analyse prescriptive des différentes données. Comme vous remarquez et comme je l'ai dit à mon entame, le monde de nos jours, c'est un monde connecté. Nous sommes ici, nous connaissons ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, c'est connecté. Les données sont échangées par jour. Les estimations journalières des données qui sont échangées par jour dépassent les 2 puissance 28 2 puissance 28 bits de données. C'est-à-dire, c'est de nos jours, on parle des plus. Si vous connaissez le billion octet de données, après le billion, il y a le trillion, après le trillion, il y a le quadrillion, après le quadrillion, il y a le quinillion octet de données. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est une source vraiment d'information. Donc, le monde connaît depuis ces dernières années une véritable révolution du fait de sa croissance numérique et de sa digitalisation qui se veut de plus en plus présente dans divers secteurs d'activité. Ainsi, les quantités massives de données sont générées chaque jour, que ce soit par les entreprises, par les organisations ou encore par les particuliers. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone portable qui génère de la donnée, vous avez votre machine, vous avez votre montre connectée, vous avez presque énormément d'appareils qui permettent de générer ces différentes données. On ne peut pas parler de la donnée sans commencer par définir et donner une définition claire de ce que c'est que la donnée, qu'est-ce que la data. La définition de la data est tout simple, c'est la même définition que nous connaissons depuis l'école primaire, ou bien le lycée, ou bien l'université, en fonction de vos différentes générations. Parce que de nos jours, on enseigne la data même à la maternelle, l'ordinateur à la maternelle. Donc, la donnée, c'est tout simplement l'information dématérialisée capable de circuler à travers un réseau de télécommunications bien informatique. De façon claire et nette, c'est ça, la donnée. Lorsque nous appelons, notre voix est transformée et envoyée via un réseau de télécommunications sous forme de données. Lorsque nous envoyons un mail sous forme de données. Donc, tout ça, c'est l'information que nous avons dématérialisée. Et quand on parle de données ici, il y a plusieurs types de données. Nous avons généralement 3 types de données. Nous pouvons les classer en 3 types. Données structurées, données non structurées. Et au milieu, vous avez les données semi-structurées qui sont entre les données structurées et les données non structurées. Maintenant, en ce qui concerne ces 3 types de données, nous avons ici les données structurées. Quand on parle de données structurées, ce sont les données relationnelles. Les données que nous pouvons mettre sous forme de table sont les données structurées. Les données tablières sous forme transactionnelle, toutes les données que vous voyez dans vos fichiers Excel, les fichiers CSV, sous forme de table sont les données structurées. Dans les bases de données relationnelles, sont les données structurées. Structurées, pourquoi? Parce que ça a une forme assez claire et nette, une structuration simple. Et ce sont ces différentes données-là, comme on va le voir plus tard, un peu plus tard, toujours aujourd'hui, les bases de données, les bases des entrepôts de données que nous concevons pour pouvoir sauvegarder ces différentes données structurées. Et ensuite, nous avons les données qui sont semi-structurées. Les données semi-structurées ici sont les données de graphes, les données texte qui transitent sur le web, les données XML, vous avez les codes HTML, les fichiers JSON, tout ça sont les données semi-structurées. Ça n'a pas une structure assez claire et nette, mais en appliquant un traitement très simple, nous pouvons structurer ces données-là. Exemple pour laquelle on parle des données semi-structurées. Ensuite, vous avez les données non structurées. Comme par exemple, vous avez les données streaming,
les données en temps réel que vous recevez, vous avez les données qui proviennent des réseaux sociaux, les données sémantiques, vous avez les images, vous avez les images, les vidéos, bref, toutes les données non structurées, les données qui ont une forme, qui n'ont pas de structure assez claire et nette. Une image peut cacher plusieurs informations. Une vidéo peut cacher plusieurs informations. Une vidéo, c'est une succession d'images. Donc, ça se comprend. Donc, ça, ce sont des types de données que nous, en tant que data scientists, en tant que machine learning ingénieur, nous devons être capables de comprendre le processus de création de ces différentes données afin de comprendre quel type de méthode nous pouvons appliquer à ces données pour pouvoir nous pouvons appliquer à ces données pour pouvoir les transformer en données exploitables, en connaissances. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces types de données? Nous pouvons faire ce qu'on va appeler la régulation des données et la statistique, comme vous voyez ici. Ici, dans la régulation et la statistique, on va parler des entrepôts de données et des OLAP. OLAP signifie Online Analytical Processing. Online Analytical Processing. Online Analytical Processing, c'est encore quoi? On va voir l'architecture plus tard. C'est un système qui permet aux utilisateurs d'analyser les données présentes sur plusieurs systèmes de base de données en même temps. C'est un système qu'on intègre qui va nous permettre d'analyser les données sur plusieurs bases de données en même temps. C'est ça qu'on les appelle les OLAP. Ensuite, nous pouvons faire de l'indexation. Si vous avez des questions, vous notez vos questions. Ensuite, après, il y aura une phase questions-réponses dans quelques 2 minutes pour que vous posiez vos différentes questions. Merci. Ensuite, il y aura l'indexation, la recherche et les requêtes. Ici, on va utiliser la recherche par mots-clés. Ce que vous faites sur Google, on peut utiliser la recherche par correspondance de motifs aussi. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec nos différentes données. Il y a ce qu'on appelle aussi la découverte des connaissances qu'on peut effectuer. Il y a le data mining qui est la fouille des données que nous pouvons faire. Il y a la modélisation statistique que nous pouvons faire aussi. Il y a de l'apprentissage automatique que nous pouvons faire, l'apprentissage profond que nous pouvons faire. Avec nos données, il y a plein de choses que nous pouvons faire avec nos données. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que nous collectons ces données-là et comment est-ce que nous pourrions faire pour pouvoir tirer les connaissances qui se cachent dans ces données-là. Parce que ces données-là représentent une mine d'or, comme vous connaissez, une mine d'or comme vous connaissez. Donc, ici, on va passer à la phase questions-réponses pour cette partie. Donc ici, vous pouvez juste lever vos mains, on vous passe la parole et vous posez vos différentes questions. Oui, JR. JR, c'est Junior. JR, Oui, vous bien avez la ça. parole. OK. Merci, docteur. J'aimerais savoir, lorsque vous parlez de data mining, quelles sont les différentes étapes qui suivent? Parce que dans les différents, on va dire,
de façon un peu ramassée, lorsque j'ai eu à voir ce qu'on entendait par data mining, j'ai comme eu l'impression que ça couvrait les étapes de collecte, nettoyage et un peu plus même. Mais vous êtes contenté de dire que c'était une sorte de pool de données. Voilà un peu que vous essayez de le définir un peu peut-être en profondeur, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Merci pour cette euh, belle question. En fait, data mining existait depuis longtemps. Ça existe presque, ça vient juste après les termes comme l'entrepôt de données. Avant l'arrivée de, des data analysts, on parlait déjà du data mining. Et data mining, c'est la fouille de données. Si on effectue une définition mot à mot, c'est la fouille de la donnée. Et dans la fouille de la donnée, on utilisait exclusivement euh, des outils statistiques pour pouvoir fouiller la donnée, ce qui se cache dans ces différentes données. Là, on utilise exclusivement les outils statistiques. De nos jours, quand on parle de data mining, on va parler plus de la fouille de la donnée. Mais on ne doit pas parler de comment on fait pour collecter vraiment cette donnée-là. C'est dans le but de rester toujours avec le nom data mining. Dans les cours que vous allez voir sur le net, certains profs, certains enseignants ajoutent des éléments de l'analyse de données dans le data mining. Et après, si vous lisez le net, vous allez jamais voir une coïncidence entre les deux termes, mais le data mining est bien différent de l'analyse de données. Merci. Oui, monsieur Junior, si j'ai répondu à votre question, vous pouvez baisser la main. Et une autre personne, si une autre personne a une question, c'est la bienvenue. Si vous l'avez encore. Oui, monsieur Tala, vous avez la parole. Oui, monsieur Tala, vous avez la parole. Active. Ok, Oui. je n'avais pas encore activé le micro, merci. Je disais que vous avez parlé de l'application de logiciel OLAPS. OLAPS, j'aimerais que vous reveniez un peu dessus, s'il vous plaît. OK. Au LAPS, il y a une présentation juste après celle-ci où on va revenir sur OLAPS et comment ça fonctionne aussi avec les OLTP aussi. OLTP, on va revenir un peu sur ça. Même les data warehouse, on va revenir sur ça. Ok, monsieur, merci. Oui, monsieur Guélo. Merci encore. En suivant l'exposé que vous avez fait pour la première partie, j'ai l'impression que si l'on suit cette formation sans disposer d'un ordinateur, on va perdre une bonne partie de la formation. Est-ce que j'ai tort? Non, vous n'avez pas tort. C'est vraiment conseillé de suivre ces formations avec un PC en face de vous. Et c'est très conseillé parce que si vous suivez avec le téléphone, à chaque moment, vous pouvez recevoir des messages, des appels, ça va vous distraire. Et avec un PC, c'est plus professionnel, d'après moi, et c'est plus mieux avec un PC. Si vous avez l'ambition vraiment de connaître et de vous lancer dans le domaine de la data science, pour moi, c'est mieux et conseillé d'avoir un PC avec vous. Ça veut dire qu'on va aussi passer à la pratique Oui, au cours de cette formation. dans cette introduction, il y aura la pratique. C'est vrai qu'après cette introduction, il y aura d'autres formations qui vont arriver. Les choses vont s'enchaîner. Il y aura des D'accord. formations qui vont arriver juste après celle-ci. Donc, dès le week-end prochain, il y aura d'autres formations qu'on va créer sur la plateforme Retime, où ces formations-là seront quasiment à 100% pratiques. Et Pratique. vous devez avoir
d'ordinateur et on va vous donner des logiciels que vous devez installer sur vos machines pour pouvoir suivre la formation. Et aussi, oui, et aussi ces formations pratiques-là ne seront plus gratuites, mais seront payantes avec une modeste contribution que l'équipe Retime va définir et mettre sur sa plateforme. Parce que la plateforme Retime, ils veulent aussi une participation, une contribution modeste pour son fonctionnement. Merci beaucoup. D'accord. Oui, monsieur Chamdio Hervé, vous avez la parole. D'accord, merci pour la parole. Ma question n'est pas directement liée à la première partie. J'aimerais savoir si après la formation, on aura droit à une certification. Merci pour cette question. Si vous avez eu à consulter tous les mails que la plateforme Retami vous a envoyés dès votre inscription à cette plateforme, vous avez reçu un mail vous disant que vous aurez droit à une certification à la fin de la formation, à la fin de ces 2 semaines. Vous aurez un quiz de une vingtaine de questions et si vous avez plus de 70% du haut quiz, vous aurez droit à une certification de passage du cours. Une certification qui va prouver que vous avez suivi et vous avez passé et vous avez obtenu une note pour pouvoir avoir cette certification. Merci. Oui, monsieur Noir, vous avez la parole. Ok, merci. Bon, je voulais dire que pour la plupart des gens réunis ici, nous n'avons pas particulièrement moi, nous avons vraiment entendu parler de analyse de données, donc c'est une première pour nous déjà. J'aimerais vraiment que vous simplifiez les choses pour que tout le monde puisse assimiler vraiment qu'est-ce que c'est que l'analyse de données et pouvoir en ressortir gagnant de cette formation en fait. D'accord, merci pour votre intervention. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir alléger ou pour pouvoir alléger notre langage et pour pouvoir parler très simplement dans l'analyse de données afin que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. D'accord, merci bien. Et voilà encore M. Junior qui a la main levée. Oui, M. Junior. Oui, docteur, j'aimerais juste me rassurer. Lorsqu'on parle de données, et vous avez à la fin, juste après avoir présenté les data men, vous avez parlé de modélisation, quelque chose comme modélisation statistique. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que au départ du cours, vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'avoir des prérequis, mais est-ce que les connaissances en statistique ne sont pas quelque part des prérequis pour ce cours? Merci. OK, merci M. Junior pour la question. Étant donné que l'analyse de données couvre la statistique, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que vous n'avez pas besoin de prérequis. Nous allons vraiment commencer à la base, à la fondation, et vous expliquer. Comme on dit souvent au quartier, on va prendre le taureau au niveau des cornes, c'est-à-dire vous expliquer de fond en comble l'analyse de données avec les différents points de la statistique qui interviennent dans l'analyse de la donnée. Et enfin, que vous puissiez comprendre, parce que si faille vous fait un autre cours de statistique, un autre cours de probabilité et un autre cours d'analyse qui entre aussi dans l'analyse de données,
nous serons perdus. Et nous avons designé ce cours de telle façon à ce que, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons prendre les éléments que nous avons besoin en statistique, en probabilité, les simplifier pour que vous puissiez comprendre ces éléments-là dans ce cours que nous sommes en train de faire. Merci. Ok, Monsieur Nel Yapi, vous avez la parole. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis complètement nouveau dans le domaine, mais j'aimerais réellement me lancer. Les participants ont notifié certaines choses, qu'il y a des nouvelles personnes. J'aimerais savoir si vous allez peut-être nous fournir des PDF pour que nous puissions avoir le temps de structurer et de mieux comprendre l'analyse des données dans sa profondeur. Parce qu'en faisant le cours, comme vous êtes en train de faire, on comprend, mais on aimerait aussi avoir des supports si possible, PDF, afin de pouvoir avoir du temps et mieux lire. Parce que en faisant un cours comme vous êtes en train de faire, on ne peut pas forcément tout noter ce que vous êtes en train de dire. Et comme un participant a eu à dire, vous utilisez un langage qui, pour les nouveaux, semble un peu très élevé. Comme vous avez utilisé les OL, les OLAP et d'autres encore. S'il vous plaît, est-ce qu'il sera donc possible de faire cela pour nous si c'est possible? Oui, ça sera possible et il va réduire le langage et il va vous expliquer de façon basique tous les différents thèmes. Là, même si les thèmes s'affichent ici, c'est gigantesque. Vous écrivez pendant mon passage, écrivez dans le chat que vous n'avez pas compris. Je peux prendre un tableau ici et il vous explique de façon basique ce que je suis en train de dire pour que vous puissiez comprendre et nous avançons ensemble. Et sur la plateforme Retime, nous allons mettre des supports de cours aussi sur cette plateforme-là. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer aussi au cours, nous allons mettre les supports vidéo aussi sur la plateforme Retime, puisque cette formation est enregistrée, nous allons mettre sur la plateforme Retime pour que vous puissiez revoir autant que vous pouvez. Et aussi le support de cours que je suis en train de présenter. À la fin de chaque cours, nous allons mettre le support de cours sur la plateforme Retime aussi, pour que tous les participants puissent avoir accès. Mais les supports de cours ne sont pas assez parlants, donc il faut participer, il faut poser vos questions afin que nous puissions comprendre vraiment vos préoccupations et chercher à ajuster l'information en fonction de notre audience. Merci. Je pense que c'est bon, monsieur, il est avec nous. Oui, c'est bon, merci pour les réponses. D'accord. Oui, monsieur Tala, vous avez encore quelques questions apparemment. Moi, j'ai juste une question par rapport au programme de passage. Vous avez dit par exemple que ce sont tous les week-ends ou alors comment c'est reparti, comment je veux savoir. Chaque jour, bien c'est. Ok. Je conseille qu'on n'aime pas trop lire les mails qu'on vous envoie. Le programme SM, ça sera chaque mercredi et les week-ends, les samedis de 12h à 15h et les dimanches de 12h à 15h. Et les mercredis de 17h à 19h, les mercredis seront exclusifs. Il n'y aura pas de cours les mercredis, ça sera exclusivement consacré aux différentes questions que vous avez notées, les différentes questions et les différents talks des différents professionnels dans le domaine. Ils vont venir partager leur quotidien, ce qu'ils font constamment dans la data science en entreprise. Ils travaillent sur quoi? Ils vont venir discuter avec vous pour pouvoir aussi vous motiver dans ce domaine. Ok, merci beaucoup. Autre question? Oui, monsieur. Oui, Dylan.
Oui, Dylan, on t'écoute. Dylan, on t'écoute. Tu as levé la main. On t'écoute. Ton micro est off. Si tu parles, on ne t'écoute pas. C'est bon? Oui, Allô? oui. Oui, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la data science. Pour ceux qui font peut-être la filiale réseau et sécurité, à quel niveau la data science intervient vraiment? Donc, si elle peut faire un peu l'analogie entre les deux, bon, vu que c'est ce que je fais un peu à l'école, bon, et j'aimerais vraiment savoir comment ça, les deux là peuvent intervenir ensemble. Donc. Merci, merci Dylan pour cette question. Au début de mon propos, je vous ai dit la data science, on applique ça partout et c'est réel, c'est partout. La sécurité fait partie de nos compétences aussi à Inchtech. Et qui dit sécurité de nos jours, on fait ce qu'on va appeler la sécurité de façon intelligente. Les pare-feux que vous créez pour sécuriser les systèmes réseau et l'analyse que vous effectuez sur les différents hackers aussi, on utilise de nos jours l'intelligence artificielle. Je vais te prendre un exemple pour t'expliquer comment ça fonctionne actuellement. Actuellement, comment ça fonctionne? On utilise l'intelligence artificielle, les algorithmes de machine learning pour pouvoir, les algorithmes d'apprentissage automatique, pour pouvoir essayer de comprendre quelles sont les différentes données qui transitent au sein d'un réseau informatique. En comprenant les données qui transitent au sein d'un réseau informatique pour une entreprise, ça sera facile pour l'algorithme de comprendre s'il y a une donnée qui ne se comporte pas normalement ou bien une donnée inconnue qui est en train de transiter au sein du réseau informatique de l'entreprise. Et là, l'algorithme va pouvoir facilement anticiper. Vous connaissez comment fonctionnent les antivirus? Les antivirus que vous... Hein? Ils procèdent par analyse. Très bien. Les antivirus, ils ont une base. C'est-à-dire quoi? Pour simplifier la chose, l'antivirus, c'est comme un cahier où on écrit le nom, la signature. La signature des virus, on va dire le nom de tous les différents virus. On a répertorié le nom de tous les différents virus. On a mis ça sur ce cahier-là. Maintenant, quand il y a une information qui vient qui veut entrer dans la machine, on vérifie d'abord les noms. On fait un matching pour vérifier. Est-ce que l'information qui va entrer dans la machine, est-ce que son nom se trouve dans la liste noire que l'antivirus a dressée? Si ça se trouve dans la liste noire, ça vous avise et ça peut supprimer directement ce qui va pénétrer dans votre réseau. Si ça ne se retrouve pas, on laisse passer. Maintenant, d'après les statistiques, en 2022, en fin 2022, on créait 204 000 virus par jour. Donc, par jour, 204 000 virus étaient créés par jour. Donc, tu es d'accord avec moi que si on crée 204 virus par jour, si toi, tu as acheté ta licence d'antivirus, tu as installé pour un an, tu mets peut-être à jour chaque mois, disons. C'est-à-dire, pendant 30 jours, il y a combien de nouveaux virus que ton antivirus ne peut pas intercepter. Donc, tu comprends. C'est énorme, c'est énorme là, c'est énorme, c'est énorme. Il y a de quoi certains virus passent inaperçus. Très bien. Maintenant, les entreprises développent des algorithmes intelligents qui sont capables de pouvoir comprendre les comportements bizarres, les comportements anormaux qui se veulent ancrer dans ton système et là, intercepter directement. Ça, ce n'est qu'une petite application du machine learning dans la sécurité des réseaux. Les applications machine learning sont énormes. Demain, on va voir des applications. Nous allons voir des applications dans plusieurs domaines de la vie. Et là, vous allez vous-même
comprendre comment est-ce que de nos jours, c'est important de comprendre, parce que lorsqu'il y a un incident, c'est important de comprendre comment l'incident s'est produit au sein d'une entreprise, afin de voir comment est-ce que on doit réagir maintenant face à ce type d'incident-là au sein d'une entreprise. Quand vous ne comprenez même pas pourquoi, là, c'est encore plus dangereux. Et c'est mieux d'avoir ces compétences, ces connaissances pour mieux anticiper les différents événements futurs. Ok, merci. D'accord. Autre question? Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons continuer. Donc, on va passer directement ici à l'aperçu de l'analyse de données. L'analyse de données, c'est quoi? L'analyse de données en elle-même, c'est quoi? Ici, on dit que c'est un processus d'inspection, de nettoyage, de transformation et de modélisation des données dans le but de découvrir les informations utiles et suggérer des conclusions et de soutenir la prise de décision. Cela signifie quoi encore? L'analyse de données, c'est l'ensemble des méthodes qui vont nous permettre de pouvoir inspecter, comment on peut inspecter les données que nous avons collectées, comment on peut nettoyer. Quand on collecte les données, ici, nettoyage, c'est quoi? Si vous faites, par exemple, une enquête sur le terrain, vous arrivez, par exemple, sur le formulaire d'enquête. Il y a certaines lignes que tout le monde ne remplit pas. Quand vous allez numériser ce formulaire d'enquête, vous allez mettre dans la machine, dans un tableau ou bien sur un fichier Excel, vous allez voir, il y a certains trous dans les données-là. Comment vous pouvez gérer ces données-là? Comment vous pouvez nettoyer ces données-là? C'est très important de savoir. Comment vous pouvez transformer la donnée? Transformer signifie quoi? Si vous avez une donnée qui a un format que vous ne pouvez pas exploiter à l'instant là, comment vous pouvez transformer cette donnée-là à un autre format qui peut être exploitable? C'est aussi très important. Comment est-ce que c'est possible? Comment on peut découvrir les informations utiles qui se cachent dans ces données-là? Comment on peut, c'est ce qu'on appelle encore la fouille de la donnée, comment on doit fouiller et trouver les informations utiles. Et ceci va nous permettre de pouvoir suggérer des conclusions et ça va aider à prendre des décisions. Ça peut nous aider comme outil de prise de décision au sein de nos différentes entreprises. Donc, en gros, c'est ça l'analyse de données. Et comme on parle de l'analyse de données ici, en analyse de données, il y a plusieurs parties d'analyse de données. Ici, on va simplifier les choses. Il y a l'analyse prédictive. Analyse prédictive signifie quoi? Ça signifie, vous travaillez peut-être dans une entreprise, vous avez une boutique, disons une boutique, où vous vendez le savon. Vous êtes spécialisé dans la vente du savon. Maintenant, vous voulez effectuer une analyse prédictive, c'est-à-dire vous voulez savoir, par exemple, quelle quantité de savon moi je peux vendre le mois prochain. C'est ce qu'on appelle l'analyse prédictive. C'est-à-dire l'événement ne s'est pas encore produit, mais vous voulez savoir en fonction de comment vous êtes en train de vendre, découvrir votre marchandise de savon. Vous voulez savoir quelle quantité je peux vendre le mois prochain. Ceci dans le but de vous permettre
d'anticiper l'approvisionnement en stock au sein de votre entreprise. Donc, vous voyez, il y a des bienfaits d'une analyse prédictive, des bienfaits d'une analyse de données. Ça, je pense que tout le monde a compris ce que signifie analyse prédictive. Maintenant, analyse descriptive, c'est quoi? Dans l'analyse descriptive, on veut comprendre ce qui s'est passé au sein d'une entreprise. Je vends, par exemple, le savon dans ma boutique. Je veux comprendre ce qui s'est passé. L'analyse descriptive s'occupe du passé et du présent. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise avant et qu'est-ce qui se passe actuellement. On va utiliser les données de vente de savon que j'ai effectuées, peut-être depuis que j'ai créé ma boutique pour vendre le savon. Si j'ai créé ma boutique, je mettais tous les ventes de savon dans un cahier. J'ai signé ça dans un cahier. J'ouvre le cahier, je vérifie. Comment je vendais le savon avant et comment je vends le savon aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive. Donc, on s'occupe de ce qui s'est passé et ce qui est du présent. On a les données passées, on a les données actuelles. Et on essaie d'analyser. Ceci dans le but de voir, est-ce que je vendais mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, oui, c'est la façon dont Allô? Quelqu'un a parlé? Ensuite, il y a ce qu'on va appeler ici analyse exploratoire. Analyse exploratoire, c'est quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle l'exploration. Quand on fait l'histoire, on dit d'exploration, c'est-à-dire on veut chercher, on explore seulement, on ne connaît pas ce qu'on va trouver, on cherche seulement, on explore. C'est comme les historiens ou bien les archéologues, quand ils font des explorations, ils arrivent sur un site, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils cherchent seulement. C'est ça l'analyse exploratoire. Et l'analyse exploratoire s'accompagne des courbes et des graphiques, comme vous voyez. Donc, on ne connaît pas ce qu'on va trouver, mais on cherche. On cherche pour voir quelles sont les différentes relations qui existent entre nos données, qu'est-ce qu'on peut trouver dans notre exploration. C'est ça l'analyse exploratoire. Donc, vous avez vos données, vous voulez chercher et vous ne connaissez pas ce qu'on va trouver, mais on cherche quand même. Il y a aussi l'analyse inférentielle. L'analyse inférentielle entre beaucoup plus dans la statistique parce que l'analyse inférentielle ici, c'est comment vous pouvez quitter. Je vais toujours prendre mon exemple de vente de savon. Vous avez votre boutique, vous vendez du savon. Vous avez compris comment on vend, comment le marché du savon, comment vous écoulez votre savon dans votre marché. Dans votre petit marché-là, comment le savon est écoulé dans votre petit marché-là. Maintenant, la bonne pratique que vous avez adoptée pour écouler le savon dans votre petit marché-là, comment vous pouvez généraliser cette bonne pratique et chercher à écouler le savon non seulement dans votre propre marché, mais dans presque tous les marchés du pays. Si vous avez d'autres boutiques au pays, vous comptez ouvrir des boutiques dans d'autres boutiques au pays, comment vous comptez vendre de la même façon dans d'autres boutiques au pays parce que vous avez testé dans votre marché d'abord et la pratique que vous utilisez était bonne. Maintenant, on cherche à généraliser. C'est-à-dire l'analyse inférentielle, on fait un test sur un petit échantillon. On prend un petit échantillon, on fait un test. Quand ça marche sur le test, on cherche à généraliser sur l'ensemble de la population pour voir est-ce que ça va aussi marcher. C'est ce qu'on appelle l'analyse inférentielle. Des questions sur ces points, sur ces quatre points. Maintenant, il y a d'autres analyses qu'on va appeler. Il y a une autre analyse que j'ai oubliée, c'est l'analyse
prescriptive. L'analyse prescriptive, c'est plus les... On peut ajouter l'analyse prescriptive. C'est plus les décideurs qui comprennent le rôle de l'analyse prescriptive. L'analyse prescriptive signifie quoi? Comme vous voyez, quand vous partez à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, on prend votre sang, on analyse, on voit ce que vous avez. Maintenant qu'on connaît ce que vous avez le paludisme, vous avez la typhoïde, vous avez la toux. Maintenant, on vous prescrit quelque chose qui va remédier, corriger ce que vous avez dans votre organisme. C'est la même chose avec l'analyse prescriptive. C'est-à-dire, après avoir effectué l'analyse descriptive, peut-être l'analyse exploratoire, peut-être l'analyse prédictive, arrivé maintenant, on nous dit, OK, comment est-ce que, en fonction de tous les éléments que nous avons obtenus dans notre rapport-ci, comment on doit agir pour pouvoir changer la courbe? C'est-à-dire, vous vendez le savon dans votre boutique au marché. Vous effectuez l'analyse descriptive. Vous vous rendez compte que les ventes du savon sont saisonnières ou bien vous ne vendez pas très bien. Vous effectuez l'analyse prédictive, vous vous rendez compte que, par exemple, le mois prochain, vous n'allez pas bien vendre. Maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir remonter ou bien relever ma courbe de vente au sein de ma boutique? C'est ce qu'on appelle l'analyse prescriptive. Donc, on prescrit la méthode à suivre, la nouvelle méthode à suivre, que vous allez suivre pour corriger le problème que vous avez. C'est bon? Oui, monsieur Noir. Oui, désolé si j'interviens maintenant. Non, allons-y. Le souci, c'est qu'au niveau de l'analyse exploratoire, j'aimerais avoir un exemple terre à terre, c'est-à-dire une explication terre à terre. Bon, comme vous avez fait avec les autres. OK. Vous avez pris l'exemple du savon, de la vente de savon. Est-ce que vous pouvez prendre aussi un exemple de cette analyse exploratoire en fonction de l'exemple du savon, là, si ça ne vous dérange pas? Très bien. Oui, bien évidemment. Exploratoire, si on prend le savon, l'analyse exploratoire travaille avec les données passées et les données présentes aussi, comme l'analyse descriptive. Généralement, on combine les deux analyses, descriptive et exploratoire. Maintenant, dans exploratoire, vous avez les données, mais on ne vous dit pas ce qu'on cherche dans la donnée. C'est-à-dire, vous avez votre cahier de vente. On vous dit, OK, voilà le cahier de vente. Vous vous mettez à chercher dans le cahier de vente. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez, mais vous cherchez dans le but de trouver une anomalie, par exemple, ou bien de trouver quelque chose qui peut vous aider plus tard, ou bien une erreur que vous avez commise pendant vos ventes. Puisque vous ne connaissez pas ce que vous cherchez, c'est pour ça qu'on appelle ça l'analyse exploratoire. Mais vous cherchez quand même dans le but de savoir, et peut-être il y a telle personne qui va prêter le savon 2 mois, moi j'avais oublié. Donc, le coût qu'il y avait dans ma trésorerie, dans ma comptabilité, c'est parce qu'il y a prêté le savon ici et j'ai oublié. Ça, c'est l'analyse exploratoire. L'analyse exploratoire peut aussi vous dire que, OK, je me rends compte que c'est les vendredis et les mercredis, je vends plus ce savon. C'est intéressant. C'est une information que je n'avais pas. Mais en effectuant l'analyse exploratoire, vous avez cette information-là. L'analyse exploratoire peut aussi vous dire que c'est généralement en soirée que vous avez plus de ventes de savon. Peut-être parce que les gens rentrent du travail, peut-être pour voir comment vous devez ajuster votre nouvelle politique marketing. C'est ça l'analyse exploratoire, par exemple. Donc, vous ne connaissez pas ce que vous cherchez, mais vous explorez dans le but de trouver des informations qui peuvent vous aider pour pouvoir mieux comprendre votre business, mieux comprendre votre projet. Ah, d'accord. Oui, là, c'est plus clair. Merci. Je vous en prie. Il y avait aussi une autre main.
Ok, il a baissé sa main. Je pense que il y avait M. Gaylor qui a levé la main. Je pense que ça va. Tu me confirmes? Oui, j'allais dans le même sens que l'autre intervenant, là. Parce que D'accord. je ne pouvais pas faire la différence entre l'analyse descriptive et l'analyse exploratoire. Ah, d'accord. D'accord. Oui, là j'ai compris, merci. Ok, super. Il y a M. Elundu qui a la main. Oui, vous avez la parole. Oui, Guillaume, c'est au niveau de l'analyse inférentielle. Je n'ai pas vraiment compris. Très bien. L'analyse inférentielle, c'est quoi? C'est tu vends le savon, tu vends le savon. Nous sommes d'accord? Allô? Oui, tu vends le savon. Oui, tu m'écoutes. Tu vends le savon d'un marché. Le nom du marché, c'est X. Maintenant, tes ventes du savon te donnent des indicateurs positifs, c'est-à-dire la méthode que tu utilises pour vendre tes savons, c'est une très bonne méthode parce que tu as les bénéfices, on voit des indicateurs, tous les indicateurs sont au vert. Maintenant, tu dis, OK, tu veux ouvrir tes autres boutiques de vente de savon dans tous les marchés d'une autre ville. Ça veut dire que tu pars maintenant marché Y, Z, U et V. Tu veux ouvrir tes boutiques là-bas. Maintenant, tu ne fais plus d'autres études. Tu te bases sur l'expérience que tu as eue dans le marché X pour aller dans le marché Y, Z, U et V, appliquer les mêmes expériences. C'est-à-dire généraliser tes expériences dans ces marchés-là et vendre encore comme tu vendais dans le marché X. Ce qu'on appelle l'analyse inférentielle, c'est-à-dire que tu vas chercher à généraliser une solution que tu as obtenue avec un petit échantillon et tu as eu des résultats assez bons, tu cherches à généraliser sans plus faire trop d'enquêtes encore, tu cherches à généraliser. L'analyse inférentielle, je vais prendre un exemple simple, comme tout le monde connaît, c'est comme le vaccin. Quand on veut faire le vaccin, on prend d'abord un échantillon de personnes, on teste le vaccin sur ces personnes-là. Quand ils réagissent bien, qu'est-ce qu'on dit? On peut tester le vaccin sur toute la population. C'est ça, non? C'est exactement ça l'analyse inférentielle. D'accord, merci, monsieur. OK, donc, maintenant, dans l'analyse de données ici, je vais prendre les 3 points que nous allons développer tout à l'heure dans l'analyse de données. Les schémas seront assez techniques, mais l'explication sera très basique. L'analyse de données, il y a 3 points qu'on peut prendre en compte. Il y a la partie collecte des données, data collection. Comment on collecte les données. Il y a la partie ingénierie de la donnée qu'on va appeler encore data engineering, qui englobe tout ce qui est recrutement de la donnée. Comme vous suivez bien, l'ingénieur de la donnée, on les appelle les data ingénieurs, les ingénieurs de la donnée. Comment l'ingénieur de la donnée va agréger toutes les différentes données là et les rendre exploitables, ce qu'on appelle des ingénieurs de la donnée. Maintenant, il y a la partie analyse de la donnée proprement dit. L'analyse de la donnée, lui, il va travailler sur les données qui sont exploitables. L'ingénieur de la donnée, c'est lui qui va chercher la donnée et venir et chercher la donnée et rendre la donnée exploitable par son travail. Maintenant, celui qui s'occupe de la collecte de la donnée peut aussi faire de l'ingénieur de la donnée. Maintenant, on va aller point à point pour voir les responsabilités des différentes personnes ici nommées. OK. Dans la collecte de la donnée, je vais commencer par les données. Comme on parle d'analyse de données,
Je ne vais pas entrer dans les données qui sont non structurées, semi-structurées. On va parler des données sous forme de table. Tout le monde ici a eu à tracer une table. Est-ce que tout le monde a eu à travailler sur un fichier Excel ou bien il a vu un fichier Excel? Si quelqu'un n'a jamais travaillé sur un fichier Excel ou bien voit même un fichier Excel, il lève sa main. Il ne faut pas avoir honte. On a dit tout à l'heure que même les sociologues peuvent faire ce cours. Non. Si ce n'est pas le cas, ok. Tout le monde a vu un fichier Excel. Tout le monde a vu l'organisation des données d'un fichier Excel. Cette organisation des données-là, c'est ce qu'on appelle les données structurées. Donc, les données-là sont structurées. Nous sommes d'accord? Maintenant, les sources de données peuvent provenir d'où? Les sources de données peuvent provenir des fichiers log. Un fichier log, c'est quoi? Ce sont les fichiers qui sont collectés sur vos différents appareils. Donc, vous avez, quand vous appelez, ça laisse des traces. Quand vous envoyez, quand vous utilisez une application dans votre téléphone portable, ça laisse une trace. Et à la fin, ces traces que vous laissez là, c'est ce qu'on va appeler encore les fichiers logs que vous laissez. Parce que vous avez laissé des traces, comme les empreintes. Comme quand vous marchez, vous laissez des empreintes. Et après, on peut savoir que vous êtes passé par ici, vous êtes passé par là. C'est ce qu'on va appeler les fichiers logs en langage informatique. Et vous avez une entreprise, l'entreprise peut avoir des bases de données et autre chose. Donc, les données peuvent provenir presque partout au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation. Maintenant, ces données-là sont sauvegardées directement dans ce qu'on va appeler un entrepôt de données. Pourquoi on appelle entrepôt de données? Vous connaissez ce que c'est qu'un entrepôt. Quand vous entrez souvent dans un bureau, vous voyez ce qu'on va appeler l'armoire. Vous voyez comment les choses sont bien classées. Si vous voyez l'entrepôt, vous voyez les choses, les choses sont bien classées dans l'entrepôt. On connaît là où X se trouve, où Y se trouve. Donc, tout est très bien classé, très bien structuré dans ce qu'on va appeler un entrepôt de données. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là, Data Warehouse, entrepôt de données, pour expliquer de façon simple l'entrepôt de données. Dans l'entrepôt de données, vous avez vos données. Et ensuite, si vous vendez le savon, on revient sur le savon. Dans l'entrepôt de données, vous mettez toutes les informations concernant, par exemple, vos clients, vous mettez dedans. Vos finances, vous mettez dedans. Vos ventes, vous mettez dedans. Et c'est classé, vous mettez dedans. Votre politique marketing, vous mettez dedans et vous classez bien. C'est-à-dire, ici, comme ici, politique marketing, ici, c'est quoi? Les différentes étapes que vous suivez avec les dates, par exemple, quand vous avez fait la publicité, quand vous avez peut-être dit au marché que achetez 4 morceaux de savon, on va vous donner 5 morceaux de savon. Ça, c'est le marketing. Maintenant, pour pouvoir effectuer ce qu'on va appeler une analyse plus pointilleuse, ce que les informaticiens appellent, ce sont les data maths. C'est-à-dire quoi? À côté de la base de données Data Warehouse qui contient toutes vos données que j'ai précitées, vous avez à côté les bases de données qu'on va appeler les data maths dont le contenu contient exclusivement un élément de ce que vous faites dans votre business. Si vous vendez le savon, vous faites uniquement une petite base de données des ventes de savon, une petite base de données des finances, une petite base de données de marketing. Ça, on appelle les data maths. Et c'est vraiment important. On n'en parle pas trop, mais il est jugé bon de mettre ça pour vous montrer comment est-ce que, après l'ingénieur de la donnée va venir, il va exporter les données de vente. Vous allez souvent voir si nous continuons l'aventure ensemble, vous allez vous rendre compte que quand nous allons travailler sur des projets concrets ensemble, comment est-ce que vous pouvez
prendre les données, exporter les données de vente, exporter les données financières, exporter les données marketing, parce que ça se trouve dans des bases de données différentes. Les départements de vente, ils veulent avoir leurs données, ils peuvent exporter. Les départements financiers peuvent avoir leurs données, ils exportent directement, et ainsi de suite. Comment on peut travailler avec les data maintenant dans nos différents process? Que les notions informatiques, s'ils ne vous effrayent pas. Base de données, c'est quoi? Base de données, c'est très simple. C'est juste un endroit qu'on a dématérialisé aussi dans la machine pour garder les informations. C'est très simple. C'est comme un entrepôt où à la fin de la journée, les commerçants viennent garder leurs différentes marchandises là-bas. Ce qu'on appelle encore base de données. C'est un endroit où on garde les informations. C'est tout. En résumé, c'est tout ça. Un endroit. Maintenant, on peut décider que l'endroit, si on garde seulement les informations de ceux qui vendent de savon, les informations de ceux qui vendent de l'arachide, les informations de ceux qui vendent le riz. Et là, on va parler de data math. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Il y a un message. C'est quoi la différence entre une information et une donnée? OK. Merci, Ina, pour la question. Une information, c'est quoi la différence entre une information et une donnée? C'est vrai que certaines personnes confondent information et données, mais l'information est différente de la donnée. La donnée, c'est l'information sous forme brute. C'est-à-dire l'information, c'est la donnée qui a été traitée. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la donnée, on a la donnée, mais on ne connaît pas ce qui se cache dans la donnée. Maintenant qu'on va traiter la donnée, on va avoir l'information. Donc, l'information, c'est tout ce qui est utile à nous. Maintenant, la donnée, on ne connaît pas si la donnée là sera utile ou pas. On traite d'abord la donnée et après le process de traitement, on a l'information. OK, on continue. OK, il y a une personne qui a posé des questions sur OLAP tout à l'heure. Et il a dit qu'on allait revenir sur ça. Et il voulait dire que les schémas, s'ils ne vous effrayent pas, je vais expliquer ça simplement. Tout à l'heure, le slide précédent, vous avez vu les sources de données. Vous avez vu les data warehouse. Maintenant, le lab, c'est quoi? Quand vous voyez à côté, vous voyez user. Ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs qui est nous, vous et moi, nous. Maintenant, le lab, c'est quoi? Le lab, c'est lui, il permet aux utilisateurs d'analyser les données présentes sur plusieurs systèmes de base de données en même temps. Comme vous l'avez ici, votre data warehouse, si on rentre en arrière ici, vous avez ici, par exemple, à l'intérieur du data warehouse, vous avez ce qu'on va appeler les data math. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, non? Vous avez les data math. Maintenant, OLAP, c'est un système, c'est un outil, un système. C'est le nom qu'on a donné, un nom technique qu'on a donné comme data warehouse. Que ça ne vous effraie pas, c'est un nom qui va vous permettre, vous, utilisateurs, de pouvoir analyser les données en même temps. Donc, c'est juste ça. Et en même temps, c'est juste ce que vous devez comprendre. Donc, ce n'est rien de compliqué. Maintenant, on va aller en profondeur après lorsque les bases théoriques, si vous comprenez. HPI demande c'est quoi une data math. Un data math, c'est quoi? Comme on a expliqué tout à l'heure, si tu me suis,
tu as ici ce qu'on va appeler l'entrepôt de données. C'est l'entrepôt, comme on dit souvent. Maintenant, dans l'entrepôt, on dit, OK, dans l'entrepôt de données, on veut classer les données par catégorie. On veut mettre les données de vente à part, les données de finance à part, les données marketing à part. Et maintenant, comme les données de vente sont à part, on va l'appeler les data math. Parce qu'on a séparé, on a rendu notre base de données homogène, c'est-à-dire on sépare les entités afin de créer des entités homogènes. Et chacune des entités homogènes qu'on crée là, on les appelle les data math. J'ai répondu à ta question. Okay. Il ne réagit pas, je pense, c'est bon. Maintenant, regardez un peu, comme on expliquait, vous avez dans ce qu'on va appeler, dans ce qu'il appelle ici, les OLT. Quand vous faites les transactions, par exemple, en ligne, vous avez une base de données, Data Warehouse, une base de données, comme on a dit tout à l'heure. Dans la base de données, on envoie, on peut extraire, on peut transformer, on peut charger des données. Et quand on charge les données, on peut mettre à côté des données là un système qui va permettre aux utilisateurs d'analyser ces données-là au même moment, ce qu'on appelle l'OLAP. De façon simple et résumée, quand vous voulez collecter la donnée, il y a plusieurs méthodes. Comme la donnée que vous collectez, vous êtes obligé de sauvegarder quelque part. Vous pouvez sauvegarder directement dans un data warehouse lorsqu'on travaille avec les données structurées. Et après, vous pouvez mettre en place un système qui vous permet d'analyser les données en même temps, ou bien vous pouvez séparer les données là qui sont hétérogènes de façon homogène et les traiter séparément. Donc, tout dépend de la technologie ou bien la technique qu'on va mettre en place. Donc, c'est la même chose ici, où je ne vais pas entrer dans les détails techniques. On a OLAP Data Warehouse, et ensuite, on a plusieurs choses. On a la partie, on a le magasin, la dimension magasin. On a dimension de customer ici, c'est client. On a la dimension des éléments qui se trouvent dans le magasin, et ainsi de suite. Bon, on ne doit pas entrer dans ces choses techniques-là. Maintenant, en tout cas. Maintenant, vous voyez, et vous êtes d'accord avec moi, l'ingénieur de la donnée se trouve au milieu de quoi? L'ingénieur de la donnée se trouve au milieu de ceux qui créent la donnée. Donc, on crée et capture la donnée. Et la science de la donnée et l'analyse de données, ce qui nous intéresse ce jour. C'est ça, c'est où l'ingénieur de la donnée se trouve. Et c'est vraiment important de savoir. Parce que demain, vous pouvez travailler comme ingénieur de données, vous pouvez travailler comme ci, comme ça. Et c'est important de comprendre toutes ces étapes-là. Et ce qui est magnifique, c'est dans cette formation, on va dire, OK, on s'en fout des termes ingénieur de la donnée, machine learning ingénieur. On va vous montrer le process, comment l'ingénieur de la donnée analyse la donnée, quelles sont les étapes à suivre. Et on va essayer de suivre ces différentes étapes-là aussi. Maintenant, Grâce demande s'il y a un langage spécifique pour la manipulation des données sur ces bases de données. Généralement, comme ce sont des bases de données structurées, Grâce, pour pouvoir manipuler ces données-là, on va utiliser ce qu'on appelle les requêtes. Et mon collaborateur va parler, je pense, le week-end prochain, on va essayer de parler des outils
et langage qu'on utilise généralement sur ces bases de données-là. C'est là où vous allez voir les différentes requêtes qu'on va appeler les requêtes SQL qu'on va utiliser pour pouvoir manipuler les données dans ces bases de données-là aussi. On va appeler ça un langage de requête. Donc, on va voir ça la semaine, le week-end prochain, je pense. OK. Donc, l'ingénieur de la donnée, lui, il effectue plusieurs étapes. Maintenant, vous, comme data scientist, lorsque la donnée est prête à être utilisée, on se place ici, data science. On a notre donnée qui est dans notre base de données. Maintenant, on se place comment on peut modéliser cette donnée-là, comment on peut exploiter cette donnée-là. Donc, quand on parle d'ingénieur de la donnée, d'ingénieur de la donnée, ingénierie de la donnée, ici, on va parler d'une étape cruciale dans l'ingénierie de la donnée qu'on appelle encore le data wrangling. En français, c'est on peut encore dire par abus de nettoyage de données, on peut encore dire la remédiation de la donnée. En fait, c'est ce que l'ingénieur de la donnée fait, c'est comment est-ce que je dois arranger ma donnée et donner à l'analyste de données pour qu'il puisse travailler avec des données qui exploitables. Quelles sont les étapes à suivre? Donc, l'ingénieur de la donnée, il passe par plusieurs étapes qui commencent par comment enrichir ma donnée. C'est-à-dire, si ma base de données est peu, comment il doit enrichir pour collecter encore plus de données et mettre dans ma base de données. Comment structurer ma donnée. Comment nettoyer ma donnée. S'il y a des valeurs aberrantes dans ma donnée, nous tous nous connaissons ce que c'est les valeurs aberrantes, les fausses valeurs. Oui, c'est le mot que je cherchais. Les fausses valeurs dans ma donnée, une fausse valeur peut-être, si je prends l'exemple âge, on fait peut-être une enquête et dans le formulaire d'enquête, on demande l'âge des gens. Maintenant, on se rend compte qu'en numérisant la donnée, peut-être celui qui numérisait a commis une erreur. On voit sur le nom d'une personne, on voit le nom de la personne, c'est Toto. À côté, on voit l'âge, c'est 465 ans. Là, on se pose la question, est-ce qu'une personne peut avoir 465 ans? Point d'interrogation. Moi, je n'ai pas encore vu. Là, on va classer ça comme une donnée aberrante, une fausse valeur. Peut-être en entrant la donnée, il a commis une erreur. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler la validation. Lorsqu'on nettoie les données, il nous faut valider la donnée. Et après, on découvre notre donnée. Il faut découvrir la donnée et ensuite on peut publier la donnée maintenant. Donc, c'est possible pour nous de publier la donnée et le data analyst peut travailler avec les données qui sont bien nettoyées, bien enrichies, bien structurées et validées et publiées aussi. Donc, si on fait ce qu'on va appeler data wrangling ici, qui est encore data cleaning ou data remediation ou data modeling, ça fait référence à une variété de processus conçus pour transformer les données brutes en format plus facilement utilisable. Donc, on va les transformer en format facilement utilisable. Les méthodes exactes diffèrent d'un projet à l'autre en fonction des données que nous exploitons et de l'objectif que nous essayons d'atteindre. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est si vous connaissez le schéma de
l'ingénierie de la donnée en tête. Dans l'ingénierie de la donnée, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise. Et en fonction du projet et en fonction des données que vous avez en face de vous, la méthode que vous allez utiliser pour remédier à vos données peuvent être différentes. Et généralement, c'est même différent. Généralement, c'est différent. Il y a Minlands qui demande s'il y a une différence entre data wrangling et le nettoyage à données. Oui, il y a une différence. Dans d'autres livres, vous allez voir, on va vous dire c'est la même chose et dans d'autres, on va vous dire c'est différent. Et à mon humble avis, c'est différent parce que c'est quand même différent parce que dans le data wrangling, il y a des phases comme la phase